Bonjour, monsieur, dames. Nous avons entamé le dernier chapitre du semestre 1 qui va traiter de la théorie quantique de l'atome. En effet, dans les chapitres précédents, nous avons vu que la mécanique classique reste inadaptée lorsqu'on veut l'appliquer au monde infiniment petit. Dans ce monde infiniment petit, nous allons utiliser une autre théorie, une autre mécanique, la mécanique quantique. Mais en première année, nous allons juste nous limiter aux notions de base de la mécanique quantique. Mais sachez qu'à partir de maintenant, toutes les théories autour de l'atome seront traitées à partir de la mécanique quantique. Nous savons tous comment les objets qui nous entourent se déplacent. Nous avons eu à déterminer leur trajectoire, à déterminer les forces qui s'appliquent sur ces corps grâce à la mécanique classique. Mais il apparaît que cette mécanique classique n'est pas applicable à l'échelle atomique. Dans ce domaine, on a une nouvelle théorie, une nouvelle approche, c'est-à-dire on va utiliser une nouvelle mécanique, la mécanique ondulatoire. Pour ce faire, nous allons introduire quelques notions de mécanique ondulatoire qui nous permettront de bien cerner d'abord la théorie avant de l'appliquer aux atomes. La base de cette mécanique ondulatoire est partie de ce qu'on a appelé la dualité onde-corpuscule. En effet, si on prend la lumière, tantôt elle est considérée comme une onde, tantôt comme un flux de particules. Qu'est-ce que c'est en réalité la lumière? Est-ce un flux de particules? Est-ce une onde? Les physiciens ont pensé pendant très longtemps que matière et lumière étaient distinctes. La matière est corpusculaire, ça veut dire constituée de corps minuscules, et la lumière est ondulatoire. Donc la matière est corpusculaire et la lumière ondulatoire. Ainsi, certains physiciens ont pu démontrer la nature ondulatoire de la lumière, dans le même temps, d'autres défendaient la théorie corpusculaire de la lumière. L'une des premières théories de la nature ondulatoire de la lumière a été émise par Maxwell dans ses fameuses équations de Maxwell, qui sont dans le programme de la L2. Maxwell a démontré dans ses fameuses équations que la lumière est une radiation constituée d'ondes électromagnétiques. Une radiation, qu'est-ce que c'est? C'est en réalité la superposition d'un champ électrique et d'un champ magnétique perpendiculaires entre eux et perpendiculaires à la direction de propagation. C'est ça la lumière. La lumière est une radiation électromagnétique. Et une radiation électromagnétique, c'est la superposition de deux champs, un champ électrique et un champ magnétique, ces deux champs étant perpendiculaires entre eux et perpendiculaires à la direction du mouvement que l'on voit ici. Ici, dans ce dessin, dans le plan vertical, vous avez les champs électriques. Dans le plan horizontal, vous avez ici les champs magnétiques. Les deux champs sont bien sûr perpendiculaires, H ici et B là, et perpendiculaires à leur direction de propagation. Et une radiation électromagnétique se propage dans le vide avec une vitesse, une célérité qui est une constante universelle que vous avez déjà rencontrée, C, qui est égale à peu près environ à 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Et la lumière, chaque radiation électromagnétique va être caractérisée par sa longueur d'onde, lambda, ou sa fréquence, ces deux grandeurs étant inversement proportionnelles. Parmi les savants qui ont théorisé la nature corpusculaire de la lumière, on peut citer bien sûr Max Planck, qui disait que la lumière n'est pas émise
de façon continue, mais par, entre guillemets, par paquet ou par, entre guillemets, grain ou quanta d'énergie. Ça veut dire que la lumière, en réalité, pour maximum, constituée de grains, chaque grain transportant une quantité d'énergie bien définie, qu'on appelle quantum, une quantité bien définie, quantum, d'énergie bien définie. Cette théorie de Maxwell va être confirmée par Einstein, qui admet que la lumière peut être considérée comme formée de photons. Donc, les paquets de Maxwell ou les grains de lumière de Maxwell, ce sont les photons. Et chaque photon transporte un quantum d'énergie H nu. Avec, dans cette formule, H, c'est la constante de Planck, bien sûr. Et bien sûr, et sa valeur, c'est 6,626 10 moins 34 joules seconde ou mètre carré kilogramme seconde moins. Donc, il y avait deux théories. Certains défendaient la nature ondulatoire de la lumière, tandis que d'autres proposaient une nature corpusculaire de celle-ci. En fait, la lumière est à la fois ondulatoire et corpusculaire. La lumière est à la fois ondulatoire et corpusculaire. Ça veut dire, dans certains cas, comme dans les phénomènes de propagation, la lumière se comporte comme une onde. Donc, tous les phénomènes liés à la propagation de la lumière s'interprètent par la nature ondulatoire de la lumière. C'est le cas dans les interférences de l'heure, dans la diffraction, dans la polarisation de la lumière. Alors que dans les phénomènes où il y a échange d'énergie entre la lumière et la matière, l'interprétation va s'appuyer sur la nature, sur la théorie, sur la nature corpusculaire de la lumière. C'est le cas de l'effet photoélectrique et du rayonnement du corps noir. C'est ce double complément de la lumière qu'on a appelé la dualité onde-corpuscule. En fait, la dualité onde-corpuscule est un principe en physique selon lequel tous les objets peuvent présenter des propriétés d'onde ou de corpuscule. Ici, c'est l'exemple d'une boule qui a un corps qui a une dimension et une forme bien définie et qui a, lorsqu'elle est en mouvement, va avoir un mouvement ondulatoire. L'une des premières hypothèses à mettre en évidence cette dualité onde-corpuscule, c'est l'hypothèse de Louis de Broglie, qui va faire une relation entre la nature ondulatoire de la lumière et la nature corpusculaire de celle-ci. En effet, selon Louis de Broglie, comme la lumière est un flux de particules et la lumière peut avoir un comportement ondulatoire, l'hypothèse de Louis de Broglie va appliquer cette dualité à tous les corps. Donc, tout corps pour Louis de Broglie peut avoir un comportement ondulatoire ou corpusculaire. Ainsi, il y a ce principe qui dit qu'à toute particule de masse m animée d'une vitesse b, on peut associer une onde réelle telle que lambda égale à h sur p. H, c'est la constante de Planck. P, c'est bien sûr la quantité de mouvement. Et on voit ici les deux théories. Lambda, c'est la nature ondulatoire des objets. Et P, mv, c'est bien sûr la masse, la quantité de mouvement m fois b, donc pour les corps ayant une masse et une vitesse déterminée. M pour la masse de l'objet et lambda pour la radiation électromagnétique. Donc, à tout corps, on peut associer une longueur d'onde lambda, telle que lambda égale à h sur p. Ici, si on prend le cas de l'électron, donc ça veut dire que lorsque l'électron se déplace sur sa trajectoire, ce mouvement va être accompagné d'une onde. Donc, lorsque l'électron se déplace, ce mouvement de l'électron est accompagné d'une onde réelle qui détermine le mouvement de l'électron sur sa trajectoire. Donc, à toute particule en mouvement, on peut associer une onde qu'on appelle l'onde assure le mouvement pour décrire le mouvement de la particule. Bien sûr, l'onde, on a ici une onde stationnaire, puisque
on l'a dit, l'électron va se déplacer sur des ordres stationnaires qui ne dépendent pas. L'hypothèse de Broglie va être confirmée par l'expérience de Davidson et Germer, qui ont réussi à diffracter des électrons, donc qui sont des corpuscules, qui ont des corps ayant une dimension des masses bien définies. Donc, en diffractant des électrons à travers deux fentes d'ions, on retrouve bien sûr un mouvement ondulatoire. Donc, ceci confirme l'hypothèse de Louis de Broglie qui disait que tous les corps en mouvement peuvent avoir un comportement ondulatoire. Cette hypothèse de Louis de Broglie va nous permettre de retrouver la condition de quantification de Bohr. N'oubliez pas que pour lever les contradictions qu'il y avait dans le modèle de Rutherford, Bohr avait émis une condition mathématique qu'on appelle la condition de quantification de Bohr. En effet, lorsque les électrons se déplacent sur leur trajectoire, ces trajectoires ne sont pas quelconques. Elles doivent vérifier une condition mathématique qu'on a appelée la condition de quantification de Bohr. En effet, pour que l'onde associée au mouvement d'une particule ne soit pas détruite par interférence, il faut que la longueur de la trajectoire soit un multiple entier de lambda. Si on prend le cas de l'électron, ici, l'électron se déplace sur sa trajectoire. À ce mouvement est associé une onde, cette onde ici, onde réelle. Donc, pour que l'onde ne soit pas détruite par interférence, et bien sûr, on retrouve des franges sombres, il faut que la longueur de la trajectoire ici, qui correspond ici au pourtour de cette trajectoire, au périmètre de ce cercle-là, la longueur de la trajectoire, 2πr doit être égal à un multiple de lambda, c'est-à-dire 2πr égale à n fois lambda. Donc 2πr égale n h sur mv, ça c'est l'hypothèse de Louis de Broglie, h sur mv. Donc si je transpose ces mv là dans le premier membre, on aura mvr est égal à nh bar, qui permet de retrouver la condition de quantification de Bohr qui me disait la norme du moment cinétique est quantifiée et les rayons des trajectoires donc sont quantifiés. Les rayons des trajectoires ne peuvent pas prendre des valeurs quelconques. On va faire la première application de cette théorie. Il me dit de déterminer, il me demande de déterminer la longueur d'onde de Louis de Broglie d'une balle de tennis de masse M égale 25 grammes animée d'une vitesse V de 200 km par heure, d'un électron animé d'une vitesse V égale 5 10 puissance 6, 5 10 puissance 6 mètres par seconde. Je vais rectifier ça, au lieu de 5 10 puissance 7, 5 puissance 6. Puissance 6 mètres par seconde. Réponse, bien sûr, à toute particule en mouvement est associée une onde de longueur d'onde lambda, telle que lambda égale h sur p égale h sur mv. Dans le cas de la balle, bien sûr, lambda égale 6,626 puissance moins 34, la constante de Planck, 25 puissance moins 3 en kg la masse, 200 km/h correspond à 55 mètres, 55,55 mètres par seconde. Donc voici la longueur associée à la balle. Dans le cas de l'électron, on a 6,626 puissance moins 34, la H, 9,1 puissance moins 31, 5 puissance 6, donc ça fait 1,45 puissance moins 10 mètres. Donc, vous voyez que les deux longueurs sont très éloignées l'une de l'autre, puisque dans le premier cas, on est dans le domaine macroscopique, et dans le deuxième cas, on est dans le domaine microscopique. Il faut noter que les longueurs d'onde qui sont décelables, les longueurs d'onde que les appareils actuels peuvent déceler ne dépassent pas 10 puissance moins 14 mètres. 10 puissance moins 14. Donc, toute longueur d'onde inférieure à 10 puissance moins 14 mètres n'est pas mesurable, n'est pas décelable.
Et de ce fait, on note la valeur dans le cas de lambda 4,77 moins 34 mètres. Cette longueur d'onde n'est pas décelable. Donc, dans le cas de l'électron, la longueur d'onde est mesurable et décelable. Donc, en conclusion, la balle peut être traitée de façon classique. La longueur d'onde associée est très petite par rapport à la taille du corps. Donc, ça signifie que le caractère ondulatoire des objets macroscopiques n'est pas observable, ce qui nous avait permis d'utiliser la mécanique classique pour traiter les objets macroscopiques. Dans le cas de l'électron, on est à l'échelle microscopique. Les ondes de Lie de Broglie ont une existence réelle. Elles ne sont pas négligeables et se manifestent. C'est pourquoi quand on a voulu appliquer la mécanique classique à l'électron, on a rencontré des difficultés, on a atteint des limites d'interprétation. En fait, à partir de cette dualité onde-corpuscule, Heisenberg va émettre un principe. En effet, avec la dualité onde-corpuscule, un problème se pose. Une onde est un phénomène non localisé. Quand je pars dans l'amphi, j'émets des ondes sonores, tout le monde entend en même temps. Donc, on ne peut pas dire que l'onde a une position fixe dans l'espace. Que l'on soit devant ou derrière, on reçoit l'onde sonore. De la même façon, si on allumait cette lampe-là, tout le monde allait voir instantanément la radiation lumineuse. Donc, l'onde est un phénomène non local. Tandis qu'un corpuscule, c'est une entité ayant une dimension et une position bien déterminée, donc localisable. Donc, voilà ce qu'a entraîné cette dualité. Tous les objets peuvent avoir un comportement ondulatoire, donc non localisable. Tous les corps peuvent avoir un comportement corpusculaire, donc localisable. Donc, voilà cette contradiction. Et cette contradiction d'Eisenberg va essayer de définir, d'expliquer, de traduire cette dualité onde-corpuscule en, en se basant sur le fait que tout objet quantique peut avoir un comportement ondulatoire. Et si un objet a un comportement ondulatoire, donc cet objet n'est plus localisable. Donc cet objet ne peut pas être localisé et ne pas avoir une énergie définie. Parce que dès que vous avez un comportement ondulatoire, une onde n'étant pas localisée, cet objet ne peut pas être égalisé précisément. Cette contradiction ou bien cette dualité va être traduite par le principe d'Eisenberg qui va confirmer cette dualité. Et bien sûr, le principe est traduit par le fait qu'il dit qu'il est impossible de connaître simultanément la position et la quantité de mouvement P d'une particule. En effet, si je prends un corps X, je connais sa position à l'instant T1 et sa vitesse à l'instant T1. Je peux déterminer sa position à l'instant T2 et sa vitesse à l'instant T2. Je peux connaître sa position à l'instant T3 et sa vitesse à l'instant T3. Donc, je peux déterminer les différentes positions de la particule dans l'espace, ce qui signifie que je peux connaître sa trajectoire, ce qui est en contradiction avec un comportement ondulatoire. Donc, il est impossible de connaître les deux. Donc, si je connais les deux, je peux connaître deux pour localiser la particule. Donc, la particule ayant un comportement ondulatoire, il est impossible de connaître les deux. Et cette impossibilité de connaître les deux sera traduite par cette relation. L'erreur absolue sur la position de la particule multipliée par l'erreur absolue sur la quantité de mouvement de la particule. Le produit de ces deux erreurs est toujours supérieur à h bar. De la même façon, on a une relation identique entre l'énergie et la durée de vie d'un état. Donc, si delta, l'erreur sur l'énergie d'une particule, le produit de l'erreur absolue sur l'énergie d'une particule et de l'erreur absolue sur la durée de vie de cette particule, ce produit-là est toujours supérieur à h bar. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas connaître aussi simultanément l'énergie d'une particule et la durée de vie de son état, soit l'état XT ou notre état. Et on dit que R et P ainsi que E et T constituent des paires de variables conjuguées. On va mettre en évidence cette impossibilité de déterminer simultanément la position
et la quantité de mouvement d'une particule. Donc, on demande de calculer dans cette application 2 l'incertitude sur la vitesse de l'électron à l'état fondamental, connaissant le rayon. Et si le rayon, bien sûr, est connu à 1% près, ça veut dire que le rayon est bien connu à 1% près, on demande de déterminer la vitesse. De la même façon, on demande de déterminer l'erreur sur la vitesse d'une bille de masse 1 gramme qui connaît la position au millimètre près. Ça veut dire delta R égale 1 millimètre. Donc, d'après le principe d'insuffisance de P, le produit de delta R delta P est supérieur à H bar. Delta R delta MB est supérieur à H bar. Pour une particule non relative, la masse est une constante, donc je peux sortir ça, ça me fait delta R M delta V supérieur à H bar, ce qui fait que delta V égale H bar sur M delta R. Dans le cas de l'électron, bien sûr, on nous a donné la précision de la mesure. Donc, delta R sur R égale à 0,01, c'est l'erreur relative, ce qui nous permet d'avoir l'erreur absolue, delta égale 0,01 R. On applique ici. Et qu'est-ce qu'on a? Delta V égale 2,185 10 puissance 9 mètres par seconde. Qu'est-ce que ça signifie? Regardez ici, toutes les vitesses que vous avez rencontrées dans la détecte de l'électron, ça tourne autour de 10 puissance 6 à 10 puissance 7 mètres par seconde. Ici, on trouve une erreur, c'est même pas la vitesse, c'est l'erreur sur la vitesse. C'est l'erreur sur la vitesse qui est égale à 10 puissance 9 mètres par seconde. Ça signifie que l'erreur est plus grande que la grandeur que je cherche, ce qui n'a pas de sens. C'est-à-dire que vous avez une mesure qui a une précision supérieure à, qui est inférieure à, supérieure à 100%, ce qui n'a pas de sens. Parce que dès qu'une mesure, l'erreur est supérieure à 2,5%, la mesure elle est mauvaise. À 5, c'est 0. Donc ici, vous avez une erreur, comment on appelle, une erreur relative supérieure à 100%, ce qui n'a pas de sens. La conclusion est que, comme on connaît exactement la position de l'électron, il est impossible de déterminer sa vitesse. Dans le cadre de la bille, on a toujours delta V égale H bar M delta R. Bien sûr, ici, on a donné l'erreur absolue, 1 mm, 10 ce qui nous donne delta V égale, c'est l'erreur que l'on connaît. Connaissant, on connaît la position R. Et si je cherche à déterminer la vitesse de la particule, voilà l'erreur que je commets. 1,05 10 moins 28 mètres par seconde, cette erreur-là, c'est insuffisant. Ça signifie exactement que je peux connaître la vitesse de la bille. Donc, ça signifie que ici, je connais la position et le calcul me montre que je peux déterminer aussi la vitesse de la particule. Ce qui signifie qu'à l'échelle atomique, l'incertitude sur la vitesse delta V est très importante. Impossibilité de déterminer la vitesse. Alors que dans le domaine microscopique, cette incertitude est trop faible, non mesurable, le principe n'a pas de sens physique à l'échelle macroscopique. Donc c'est pourquoi on n'a eu jamais de problème pour appliquer la mécanique classique aux objets qui nous entourent, alors que quand on va vers le domaine, dans le domaine microscopique, bien sûr, la mécanique classique ne peut plus s'appliquer. Donc c'est ici, on termine la première partie du cours, de ce cours-là. Et bien sûr, on vous aura plus tard la deuxième partie qui va traiter bien sûr comment faire pour étudier, comment on ne peut plus utiliser la trajectoire, les vitesses et on ne peut pas connaître les... Dans la suite du cours, comme on ne peut plus utiliser les notions de vitesse, de trajectoire pour étudier nos particules, qu'est-ce qu'on va utiliser pour étudier le comportement d'une particule, pour étudier une particule. Merci beaucoup et dans sous peu pour la suite